dans cette vidéo, on va expliquer que cette idée que l'espace a trois, enfin que nous vivons dans un mode tridimensionnel, est en fait une idée très restrictive. Pourquoi? Bien parce qu'on a une entité qu'on appelle la lumière. Et cette lumière, vous la voyez ici. Vous voyez, c'est un vaisseau laser que je peux promener. Elle a une caractéristique, c'est qu'elle se propage, bien sûr, dans cet espace à trois dimensions. Mais l'idée qu'on va défendre, c'est est-ce qu'elle ne peut pas nous révéler qu'il y a plus que ça, que trois dimensions? Alors, on sait déjà, par exemple, par la théorie de la relativité d'Einstein, qu'il y a en fait bien une dimension supplémentaire qu'on appelle le temps. Mais est-ce que 4 dimensions sont suffisantes pour décrire notre univers? Si il y a d'autres dimensions, la lumière qui a la propriété de se propager dans tout l'univers, avec une vitesse qui est constante, doit pouvoir nous révéler ces nouvelles dimensions. Et là, c'est vrai que quand j'ai fait la vidéo sur la troisième quantification, je vous ai dit, on a la relativité générale, on a la physique quantique qui sont en bise-bise, on ne sait pas réconcilier, et on sait très bien qu'il y a des théories, comme par exemple la théorie des cordes, qui disent « Ah oui, mais on vit dans un espace à 11 dimensions ». Le problème qu'on a quand on évoque 11 dimensions, c'est que déjà 4, la quatrième, ça a été assez dur à avaler. Alors vous imaginez, il faut avaler la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la neuvième, la dixième et la 11e. Ça devient indigeste, surtout quand on vous dit que ces dimensions sont enroulées sur elles-mêmes, elles sont à l'échelle de Planck, 10⁻35 mètres. Donc, elles peuvent exister, mais on préférerait avoir simplement un nombre peut-être un petit peu supérieur de dimension à 4, mais pas non plus 11 ou 23, comme le prévoient certains modèles. Et l'idée, c'est d'utiliser la lumière. Que me raconte la lumière sur ce milieu qu'on appelle le vide, l'éther, parce que la lumière a cette propriété de se propager comme une onde. Alors, la lumière, il faut savoir qu'elle a été formalisée, son comportement a été modélisé par ce qu'on appelle les équations de Maxwell. J'ai mis un t-shirt avec des équations, parce qu'on est dans des considérations un peu mathématiques. J'aurais aimé avoir un t-shirt avec les équations de Maxwell, mais bon, peut-être qu'un jour ça viendra. Cette lumière, donc, elle est là. Et avant de regarder un petit peu ça en détail, regardons ce que nous dit Maxwell. On a déjà vu ce que nous avait dit, par exemple, Planck, Schrödinger, Heisenberg, qu'est-ce qu'ils pensaient de leur science, que c'était forcément une science qui devait se faire avec conscience. C'était comme ça. Regardons ce que nous dit Maxwell. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux circonstances immédiates qui ont conduit à une chose à passer plutôt qu'à une volonté qui les met en mouvement. Ce qui est fait par ce qui s'appelle moi-même, et je le pense, fait par quelque chose de plus grand que moi en moi. Alors évidemment, quand il prononce cette phrase, il est sur son lit de mort. Il est à quelques jours de mourir. Et ça, c'est quelque chose qu'on sait très bien. Dès qu'on s'approche de ce moment fatidique, où on va quitter ce monde, il y a des révélations, des évidences qui apparaissent. Et là, donc, Maxwell dit clairement que tout ce qu'il a fait, il y a quelque chose en lui de plus grand que ce qu'il imaginait, qui est responsable de ce qu'il a fait. Donc c'est cette chose plus grande qu'on va essayer d'identifier. Alors, les équations de Maxwell, si on les résume, on peut les résumer comme ça de façon mathématique, mais je pense que ça ne va pas dire grand-chose à une majorité d'entre vous. Par contre, les physiciens s'y retrouvent. On va juste résumer tout ça. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle 6 champs vectoriels. 2 champs scalaires. Alors les champs vectoriels sont à 3 dimensions, donc 6 fois 3, ça fait 18. Et vous rajoutez 2 champs scalaires à une dimension, 18 plus 2, ça fait 20. Donc vous avez en fait 20 équations et 20 inconnues. Les inconnues, vous les avez ici, c'est ce qu'on appelle le champ électrique, le champ magnétique, la densité de flux magnétique, la densité de flux électrique, la densité de courant électrique, le potentiel vecteur magnétique, le potentiel électrique et la densité volumique de charge. Ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas, mais les équations qui sont là, les relient entre elles pour pouvoir résoudre ces équations et comprendre comment la matière interagit avec comment la lumière interagit avec la matière, bien sûr, mais aussi comment la lumière interagit avec le vide ou l'éther. C'est-à-dire là où il n'y a pas de matière, les équations s'appliquent aussi.
Alors, il y a quelque chose qui est évidemment crucial, c'est ce qu'on appelle les entités E et B, qui sont les champs électriques et les champs magnétiques. Comment on définit le champ électrique? Eh bien, c'est la force que divise une charge électrique. Donc, ça a une dimension, ce qu'on appelle les volts par mètre, ou une masse que multiplie une longueur, que multiplie le carré d'une fréquence que divise une charge électrique. Et lorsque les charges sont en mouvement, avec une certaine vitesse, elles définissent ce qu'on appelle une entité magnétique, B, qui est le rapport de la force magnétique à la charge, toujours, mais là, on divise aussi par la vitesse. Et là, on a une unité qui est le Tesla, qui se mesure donc comme une masse que multiplie une fréquence que divise une charge électrique. Voilà, ce sont essentiellement les deux entités. Alors, on peut les visualiser. Vous avez ici une visualisation de ces entités E et B. Par exemple, là, vous avez les champs électriques. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend, ça, c'est des charges ponctuelles, ça, c'est des plaques chargées, on appelle les condensateurs. Et puis, on saupoudre avec des grains qui ont une masse très faible, par exemple du pollen, de la farine. Et on voit très bien que les grains s'alignent suivant ce qu'on appelle des lignes de champ. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas les grains, vous ne voyez rien. Mais dès que vous mettez les grains, vous voyez que ces grains ne se mettent pas n'importe comment. Ils suivent ce qu'on appelle des lignes de champ. Ça, c'est pour les champs électriques, mais on retrouve la même chose pour le champ magnétique. C'est-à-dire que là, quand on prend par exemple une boucle de courant, on voit très bien, si on met de la limaille de fer, qu'il y a là aussi des lignes de champ. Et on retrouve ces lignes de champ autour d'un aimant. C'est-à-dire que là, quand je prends un aimant, je ne vois rien. Mais si je mettais de la limaille de fer, je verrais ces lignes de champ qui sortent de l'aimant. Et c'est ces champs électriques et ces champs magnétiques qui composent la lumière. La lumière est une oscillation de l'entité électrique et de l'entité magnétique. Comme vous le voyez ici, on passe d'un champ électrique à un champ magnétique en multipliant par une vitesse. Et si vous prenez la vitesse de propagation de la lumière dans le vide, qui est une constante universelle, ça veut dire que électricité et magnétisme sont deux aspects d'une même réalité, d'où ce qu'on appelle une science qui est l'électromagnétisme, puisqu'en fait c'est la même entité qui dépend simplement du point de vue de l'observateur. En effet, quand vous voyez une charge immobile, vous dites j'ai un champ électrique. Mais laisser la charge immobile et déplacer l'observateur, maintenant c'est comme si la charge bougeait. Donc ce champ électrique n'existe plus, c'est maintenant un champ magnétique. Pour celui qui est en mouvement, il voit un champ magnétique et non plus un champ électrique. Donc ces deux entités coïncident et on a vu ça, donc ça permet de comprendre qu'on a une substance non matérielle qui s'appelle la lumière, qui est une oscillation de champs électriques. Là, par exemple, vous avez le champ électrique qui est en jaune, et perpendiculaire à ce champ électrique, vous avez un champ magnétique qui est équivalent, qui oscille en bleu. Alors, si on prend ces choses-là et si on simplifie ça à l'extrême, voilà ce que ça devient. On voit que si je prends un champ électrique et que je le fais varier dans l'espace, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle un gradient de champ électrique, eh bien, les équations de Maxwell me disent que ça va générer une variation de champ magnétique dans le temps. De même, si j'ai un gradient de champ magnétique dans l'espace, c'est équivalent à une constante, à la vitesse de propagation près, à une variation de champ électrique dans le temps. Et vous voyez ce qui se passe. Un gradient de champ électrique crée une variation temporelle de champ magnétique qui va faire un gradient de champ magnétique qui va créer une variation de champ électrique qui va créer de nouveau une variation de gradient de champ. Et vous voyez que ces équations autorisent la propagation de ces entités avec une vitesse qui est ici la vitesse v. Et ce qui a frappé Maxwell, c'est que cette vitesse v, on peut la calculer à partir de la lumière, et on trouve donc cette vitesse qui est de 299 792 458 mètres par seconde, qui est aussi la vitesse de propagation de la lumière dans le vide, qui avait été mesurée bien avant que Maxwell fasse les équations. Alors, les conséquences de ces équations de Maxwell, c'est que le vide a une impédance électrique, c'est-à-dire que quand vous regardez une matière vide, eh bien, il y a une résistance qu'on peut associer à cette masse service, c'est 377 ohms. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les équations de Maxwell, sans faire de la physique classique, de quantique, sans faire de la relativité générale, nous disent que le vide n'est pas vide, puisqu'il a une résistance électrique.
c'est une substance. Donc ça, c'est l'intérêt des équations de Maxwell, c'est qu'elles nous permettent, sans aller dans des théories trop compliquées, simplement en regardant comment se propage la lumière dans un vide de matière, que le vide est une substance, puisqu'elle a une propriété qui est la résistance électrique. Après, l'intérêt de la lumière, ça va être aussi de nous révéler qu'il y a bien sûr 3 dimensions d'espace, plus une dimension de temps, mais qu'il y a aussi 2 nouvelles dimensions dont je parlerai dans la vidéo suivante.